On a fini sur la partie qu'on parlait de l'autodidacte. Moi, je trouve ça important parce qu'il y a beaucoup L'as pas de... oublié? Non, j'ai essayé, mais ça me revient, là. C'est qu'il y a beaucoup de travail créatif qui est sorti à travers des personnes qui étaient autodidactes et non pas qui étaient formées dans des écoles structurées, etc. Donc, c'est quoi le rôle ésotérique peut-être de Encore là, l'autodidacte? tu fais allusion au fait que l'homme conçoit que son travail normal n'est pas créateur. C'est pour ça que tu dis que ceux qui sont autodidactes ont fait plus de choses créatrices. Ils ont fait plus de choses qui ont paru. Et de ce fait, étant extérieurs à la normale, on pense qu'ils sont plus créateurs. Comme le peintre, vu que la minorité vont être peintres, on s'imagine qu'être peintre, c'est de créer. Un sculpteur, est-ce qu'un sculpteur crée ou non? Vu que la minorité de la population sont sculpteurs, on va dire il crée. Mais le fait de fabriquer des boulons ou de fabriquer des sculptures, c'est de la création. Le fait d'assembler les boulons, regarde, on a présentement des personnes qui sont sculpteurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des chalumeaux, ils prennent des soudeuses à l'arc, ils prennent des ferrailles, puis ils font de la sculpture. On met ça dans les parcs, on met un nom en dessous, puis on vient admirer. Alors, quand est-ce que, où s'arrête l'homme qui crée de l'homme qui ne crée pas? Celui qui est autodidacte a simplement l'avantage d'être instruit anormalement, donc différemment de la majorité. Étant instruit différemment de la majorité, il exprimera donc l'énergie créatrice d'une manière différente. Ce qui fait qu'il aura une création qui pourra transparaître un peu plus que les créateurs collectifs. Mais en réalité, il crée autant que ceux qui sont dans la normalité, sauf que ça paraît plus. OK. Est-ce que le fait qu'une personne soit choisie pour un emploi, souvent parmi des centaines de candidats, veut dire qu'en plus d'avoir l'énergie de se vendre, elle a vraiment l'énergie de remplir le poste? Ou ça se continue au verso. Un assisté social ou un chômeur, même chronique, peut-il être un marginal positif? S'il est assisté ou chômeur chronique, d'ailleurs, s'il est chronique chômeur, c'est qu'il travaille de temps en temps. Alors, au moins, c'est déjà ça. S'il est assisté social, en ce sens qu'il n'a aucune raison d'être assisté social. Parce qu'on a des personnes sur l'assistance sociale qui se doivent d'être sur l'assistance sociale. Parce qu'il y a des cadres sociétaires qui obligent, à un moment donné, une personne à être exclue du cadre des travailleurs. Donc, c'est normal que la société, lui ayant donné ce contexte d'évolution, la subventionne aussi pour qu'elle puisse évoluer. Une société bien conçue devrait normalement donner tout gratuitement à sa population. Évidemment, la population doit travailler en revanche pour permettre à cette société d'exister. C'est-à-dire que présentement, tu dois payer pour le stationnement, payer pour ci, payer pour ça, payer pour tous les services que tu payes déjà. Bon. L'assisté social, normalement, devrait recevoir un salaire comme tous ceux qui travaillent, mais celui qui est dans une phase où il ne veut simplement pas être utile, dans une société, cela nuit. Cela est utile seulement en temps de guerre. Parce qu'évidemment, les premiers enrôlés, on va les chercher là. Bon. Et ceux qui sont dans une énergie à être assisté social perpétuel, et pas parce que c'est obligatoire. Une personne qui est malade, ou une personne qui a plusieurs enfants, ou une personne qui est dans l'impossibilité de travailler réel, d'accord. Si elle est dans l'impossibilité de travailler et d'étudier, d'accord. C'est normal qu'elle soit sur l'assistance sociale. La personne qui est sur l'assistance sociale invétérée, pour la simple raison qu'elle s'imagine qu'elle est intelligente, qu'elle manipule bien la société, puis elle reçoit des rentes du gouvernement fédéral. Elle travaille pour le gouvernement, comme elle dit. Ce qui va arriver, c'est vrai qu'elle va travailler pour le gouvernement. Parce qu'elle est dans une phase où elle devra exprimer l'énergie créatrice de la guerre. À un moment donné. Elle ne le sait pas encore. Et quand cela va arriver, elle va se demander pourquoi. C'est le karma. C'est tout à fait normal. Aucune personne, aussi intelligente soit-elle, ne va être capable de posséder la matière planétaire sans la payer. Alors, on a ce qu'on mérite, c'est-à-dire que ce n'est pas l'homme psychologique qui détermine ce qu'il mérite. Ce sont les mécanismes de la nature, ce sont les lois qui déterminent ce que l'homme mérite lorsqu'il fabrique ou lorsqu'il travaille. Une personne qui possède tout sans rien mériter va devoir le payer. Alors, même si une personne vole régulièrement,
achète de la drogue, passe de la drogue et est extrêmement riche, évidemment, elle nuit à la société. Même si elle dit, ben moi je ne vends pas de force. Non, mais tu vends. Le malheur doit arriver, c'est évident. Mais malheur par qui le malheur arrive, hein? Bon. Alors, à un moment donné, ces personnes-là auront à payer pour. Alors, ce qui arrive, c'est que notre personne qui est sur l'assistance sociale ou qui est chômeur invétéré, donc qui s'évertue à se plaire, à se complaire, d'exploiter la société, à un moment donné, va simplement payer sa rétribution à la société, et ce sera d'ailleurs surtout au niveau de la guerre. La personne qui a un emploi, elle se vend. Ça, c'est une chose. Donc, elle a l'énergie, elle est un bon canal pour exprimer l'énergie créatrice de la vente. Ce qu'un vendeur crée. Il crée des besoins, souvent. Mais il crée. La personne qui, sur 100 candidats, est choisie, elle a l'affinité parfaite pour ce travail. C'est-à-dire que, rappelons-nous bien, que ce qui est utile dans l'évolution de la planète, ce sont les choses qui permettent à l'homme planétaire d'évoluer. Donc, si toi, tu as les capacités d'apprendre quelque part et que tu as les capacités d'être utile quelque part, tu seras là. Donc, sur 100 personnes, tu dois avoir les capacités d'être utile, donc d'exprimer l'énergie créatrice du travail et d'apprendre. Ce qui fait que l'homme psychologique, toi, tu ne veux pas nécessairement cet emploi. Tu y vas parce que, bof, m'a l'essayer, de toute façon, ça me permet de remplir mes fiches d'assurance chômage. Puis à un moment donné, merde, il m'engage. Bon. Mais c'est que tu as ce qu'il faut, non pas psychologiquement. Ce n'est pas nécessairement un désir, mais tu as ce qu'il faut pour travailler là. Sans doute, c'est sûr que l'homme psychologique peut mettre un frein là-dedans et être envoyé. C'est le problème de la destruction faite par l'homme psychologique lorsqu'il essaie d'exprimer l'énergie de la création. Donc, tu peux être envoyé, mais tu peux aussi rester là. Alors, chacun qui présentement travaille exprime une énergie créatrice assujettie à ce travail et la personne est dans un endroit où elle peut apprendre. Si elle dit, oui, mais j'apprends rien puis je m'ennuie, bien, l'homme doit premièrement assumer sa solitude. L'homme doit réussir à ne plus s'ennuyer. C'est déjà une motadite bonne place pour apprendre à travailler sur ta psychologie. C'est pas quand tu as le ventre plein que tu décides de jeûner. Alors, c'est là où tu t'ennuies que tu dois t'arranger pour vivre là sans t'ennuyer. Et non pas trouver un moyen de t'en aller ailleurs pour plus t'ennuyer. C'est fuir l'ennui. Il y aura toujours des endroits sur la planète où un faisceau d'ennui descend, puis quand tu rentres dedans, tu t'ennuies. Alors, le fait de devoir toujours déménager tes pénates ne règle pas le problème de l'ennui. Tu es dans un endroit pour apprendre. Vous êtes tanné de travailler où vous êtes? C'est parfait. Commencez donc à étudier maintenant, vous êtes tanné de travailler. Étudiez ce que vous faites, ce qui se passe. Pourquoi vous êtes tanné dans votre travail? L'homme va créer chez lui comme il crée à l'extérieur. Alors, le fait d'être choisi parmi plusieurs candidats dénote le fait que la personne est un canal idéal pour cette énergie créatrice qui voit à l'instauration d'un cadre d'évolution, donc qu'elle peut aussi apprendre. L'homme ne crée pas pour sa psychologie. Lorsque l'homme se suicide parce qu'il n'a pas le support psychologique, il crée pour ne pas se suicider. Il pense créer pour sa psychologie, mais il crée pour rester en vie. Donc, l'homme ne crée que pour instaurer ou garder un cadre d'évolution. L'homme n'est pas sur la planète pour souffrir, l'homme n'est pas sur la planète pour mourir, l'homme n'est pas sur la planète pour être sur la planète, l'homme est ici dans un seul but, celui de retrouver son état primaire, qui était, un état vibratoire hautement plus vibratoire ou évolué que l'état présent. L'homme est attiré par la masse planétaire parce que par attraction vibratoire, par amour vibratoire, les égrégores de l'homme, ce qui fait que l'homme est l'homme, se rassemblent dessus. Et l'homme, tout d'un coup, prend conscience qu'il vit. Et cet homme s'imagine qu'il est là pour travailler, pour souffrir, pour partir, pour enfanter, ou etc. Certaines de ces choses sont vraies, mais le but propre de toutes ces petites choses, c'est que l'homme est là dans le but de rejoindre des vibrations supérieures, ce que nous appelons évoluer. Chaque fois que l'homme exécute quelque chose, cela est fait dans le but d'améliorer le cadre d'évolution, ce qui automatiquement améliore l'homme dans le cadre. Donc, l'homme qui a un travail parmi tant d'autres a les affinités pour exprimer cette énergie parce qu'il peut apprendre dedans.
La vie est une école. Lorsque tu as les affinités d'être au secondaire 5, tu es au secondaire 5. Lorsque tu as les affinités pour être en cuisine, en art culinaire, tu es en art culinaire. Et lorsque tu as les affinités pour être en prématernelle, tu es en prématernelle. Ce n'est pas parce que l'enfant de première année se dit « Oh, mais moi, je vais être en 5e année » qu'il va être en 5e année. Il ne pourra pas être en 5e année. Même si on l'essaye, ça ne sert à rien. C'est stupide. Et l'énergie intentionnelle n'ira pas l'essayer, elle sait le résultat. Et elle n'a pas besoin que l'homme le croie. Si toi, tu as un enfant, tu vas dire « Bon, ben, t'essayes le don, tu vas bien voir. » Il y a des chances qu'il voit, des chances qu'il ne voit pas. Mais une chose qui est sûre, ils ne sont pas capables. L'énergie intentionnelle, non, on n'a pas besoin que l'homme le croie. Si tu n'es pas apte à faire certaines choses, tu ne le feras pas. Même si tu le désires, tu essaies de le construire par l'expression de l'énergie psychologique créatrice, qui est différente de l'énergie intentionnelle. Tu essaies de construire ce nouveau cadre d'évolution, puis à un moment donné, tu vas en payer les lois du karma. Ça ne marchera pas. Parce que ça n'a pas à marcher. Ce n'est pas ce que tu as besoin pour apprendre, pour augmenter ton taux vibratoire. Quand on travaille dans un milieu dont l'ambiance nous semble être négative, ou bien quand on se sent étouffé dans un bureau par l'injustice, etc., qu'est-ce qui cause cela? Comment peut-on être guidé par l'énergie à faire un travail qui nous plaît? Merci. Bon, il y a deux choses. Accepter d'être l'esclave, accepter d'être l'imbécile, nous permet de ne plus trop souffrir du fait que nous ne faisons pas ce que nous aimons. Tu arrives pour prendre le train, puis le train est parti 5 minutes avant le temps. Fait que tu te dis, bon, autant accepter. Mais tu es une espèce d'andouille sur la planète Terre. Par contre, si tu exprimes l'espèce de volonté psychologique, tu vas commencer à sacrer, aller engueuler le gars qui balaye le quai du train, aller engueuler la personne qui vend les billets. Bref, tu t'adresses jamais à la bonne personne, mais tu gueules, tu exprimes. Et tu as l'autre état, le troisième état, qui n'est pas un état typique de l'ère du poisson, qui n'est pas un état psychologique, qui est un état où tu dois comprendre ce qui se passe. Comprendre pourquoi. Entre le fait d'accepter inconditionnellement tout ce qui se passe et l'état de comprendre, tu as un mécanisme qui s'appelle le positivisme. Le positivisme essaie de faire en sorte que tu comprends le mécanisme, mais que tu comprends surtout le mécanisme qui te dit que si tu dis que c'est correct, ça va être mieux en vibration pour toi, donc ça va être mieux pour toi. La personne qui est dans un cadre de travail où il y a de l'injustice, elle doit premièrement bien percevoir s'il y a injustice par rapport au concept de justice qui l'habite ou s'il y a injustice par rapport à la vraie justice. Mais qu'est-ce qui est la vraie justice? Moi, je suis un être qui rentre dans une compagnie et toi, tu es déjà en poste. Où nous entrons ensemble. Et lorsque le patron vient me demander un service, je le fais, parce que j'ai peur de perdre mon emploi. Lorsque le patron te demande le même service, tu ne le fais pas. Ça ne fait pas partie de tes tâches. Tu n'as pas été engagé pour ça. Et le patron, te dit c'est correct. Il vient me voir, puis moi je le fais, moi j'ai peur. Alors, à un moment donné, toi, tu détectes de l'injustice dans la compagnie parce que moi, ayant une faible psychologie, j'accepte de faire toutes les tâches que le patron me demande ou que mes supérieurs me demandent parce que j'ai peur de perdre mon emploi. Et toi, tu finis par être libre de toutes ces tâches-là parce que tu sais t'imposer. Alors, tu vois de l'injustice. Mais est-ce qu'il y a de l'injustice? Parce que si moi, la seule façon que j'ai d'apprendre à être ce que je suis, à découvrir moi-même l'injustice et à moi-même la corriger, c'est d'être dans un cadre où je vis l'injustice. Mais si toi, tu vois l'injustice et que tu viens le régler à ma place, tu m'empêches d'évoluer. C'est-à-dire que toi, tu satisfais ton besoin psychologique et tu m'empêches, moi, d'apprendre quelque chose. Si tu viens me parler pour essayer de m'aider à m'en sortir, c'est une bonne chose. Mais si tu fais rentrer un syndicat, par exemple, ou si toi-même tu portes un grief à ma place, ou si toi-même tu me manipules pour mettre un grief, alors que dans la réalité, j'en vois même pas l'utilité, ou que je le dépose en tremblant, tu m'empêches d'apprendre. Alors, est-ce qu'il y a injustice par rapport au concept de justice de l'homme, ou s'il y a injustice par rapport au mécanisme d'évolution planétaire? Elle est où, la justice?
Lorsqu'une société paye un karma parce qu'il y a un meurtre, est-ce qu'il y a justice ou injustice? La personne qui s'est fait abattre, est-ce que c'est une innocente victime ou non? Elle vit dans le cadre de la société, elle doit donc assumer aussi les problèmes de la société. Tu vas à Rome, tu vis à la romaine. Si à un moment donné, une personne doit mourir, ce sera une personne de la société. Ce ne sera pas nécessairement l'assisté social. Ce sera une personne qui accepte de vivre avec les bienfaits de la société et les risques de la société. Mais est-ce qu'il y a injustice? Pourquoi la personne qui est toujours la plus bonne, la plus gentille, se voit-elle affublée d'un cancer qui va l'amener jusqu'à la mortalité ou à l'infirmité, alors que nos criminels sont toujours en parfaite santé? Alors, où est l'injustice? Mais l'homme voit l'injustice par rapport à son désir psychologique, par rapport au concept qu'il a de la justice. Mais l'homme ne voit pas tous les mécanismes qui régissent son évolution, donc l'homme appelle les mécanismes normaux de l'injustice. Dans le travail où une personne se trouve, si elle voit de l'injustice, elle doit voir s'il y a injustice ou possibilité différente d'apprentissage pour les autres. Si moi je me fais piler sur les pieds, c'est parce que je me laisse piler sur les pieds. Donc, je vais par cet intermédiaire apprendre à faire certaines choses. Je peux apprendre à taper des murs, je peux apprendre à taper sur ceux qui me pilent sur les pieds, mais encore là, ce n'est pas ce que je dois apprendre. Je vais donc en subir un karma. Mais je peux arriver à me développer dans ce travail et à finir par ne plus me laisser piler sur les pieds et avoir des amis avec ceux qui me pilaient sur les pieds. Donc, l'injustice, il faut bien faire attention avant de vouloir la régler, parce que si c'est l'injustice humaine qu'on veut régler, on crée souvent des injustices divines. C'est-à-dire qu'on vient perturber les possibilités d'évolution. La personne qui veut empêcher ses enfants de passer par les mêmes phases d'évolution qu'elle, prétextant qu'elle ne veut pas qu'ils souffrent, les empêchera d'évoluer. Fait que les enfants sacrent le camp plus vite, puis ils vont souffrir. Ils n'ont besoin. Ils sont manipulés par cette énergie d'aller apprendre. Alors, qu'est-ce que l'on doit faire? On doit premièrement vérifier en nous quel est le genre de justice ou d'injustice que nous voyons. Si c'est par rapport à nous, il y a de quoi faire. L'homme ne rencontrera jamais un problème assez immense pour qu'il ne puisse pas le solutionner. Par contre, l'homme peut se voir tellement inférieur au problème qu'il ne veut pas le solutionner, en se disant que c'est impossible à solutionner, mais c'est faux. L'homme va apprendre par ce travail, l'homme va apprendre. À l'origine, on avait des monastères où on tapait sur le monde, où on les obligeait à faire du ménage, qu'on les obligeait à traire des moutons, à tondre des lamas. Et ceux qui veulent évoluer, aimeraient ça aller dans un monastère. On est dans un monastère où on doit faire la même chose, adapté à notre condition de vie. Et c'est là-dedans que l'on doit apprendre. On est tous ébahis de voir qu'une personne passe 3 jours à dormir à la pluie devant une porte des monastères pour être accepté dans le monastère pour apprendre. Et qu'on aimerait donc ça. Moi, moi aussi, je passerais à travers. Tu sais. Puis le moindrement qu'on te demande dans la société, dans ta vie courante, de faire des choses moins dures que ça, l'homme, il décroche tout de suite. Parce que l'homme établit lui-même son chemin d'évolution et il s'imagine qu'il évoluerait bien là-dedans. Moi, je serais capable de gérer de l'argent si je gagnerais 1 million. Présentement, je n'ai pas d'argent, je ne suis pas capable d'en gérer de l'argent. Ça, c'est pas vrai. Si tu es capable d'en gérer, tu vas devenir un millionnaire tout seul. Tu n'auras pas besoin d'attendre après la loterie. Alors, l'homme, il travaille, puis l'homme est dans un cadre où il peut apprendre des choses pour lui, pas juste pour la société, pour lui. Ça revient de toute façon à transformer la société. Mais l'homme est là pour apprendre. Pas pour être heureux. L'homme n'est pas sa planète pour être heureux. L'homme est sa planète pour apprendre. En apprenant, il va être heureux. Mais si l'homme veut être heureux sans apprendre, l'homme ne peut pas. L'homme va avoir une illusion de bonheur qui va toujours avoir peur de le perdre. Donc, il souffre automatiquement, puis l'homme est sur la terre et souffre. Parce que l'homme ne comprend pas le pourquoi. L'homme n'est pas là pour essayer d'atteindre l'état de ceux qui ont réussi. L'homme est là pour réussir comme ceux qui ont réussi. Automatiquement, il y aura l'état qui sera une espèce de résultat secondaire. Mais l'homme n'est pas là pour être heureux, l'homme n'est pas là pour être malheureux. Et il se trouve que l'homme est heureux et malheureux. L'homme est là pour évoluer et l'homme évolue malgré lui, sans trop le savoir. Tu es dans un cadre où il y a de l'injustice, dans un cadre où, par exemple, tout le monde t'achale, dans un cadre où, selon toi, tu ne peux pas arriver à t'exprimer. Mais est-ce que l'expression de toutes tes découvertes est plus importante que le fait de comprendre l'incompréhension des autres? Et ce n'est pas spirituel, ce que je veux dire.
On l'a déjà dit souvent dans la spiritualité, mais c'était bâtard. C'était de façon à vous obliger à pas saisir. Les voies de Dieu sont impénétrables. Ils sont extrêmement pénétrables pour celui qui est prêt à les pénétrer. Et Dieu place des voies partout pour que l'homme pénètre. Mais par contre, la psychologie de ceux qui veulent dominer aime bien dire aux autres, réfléchissez pas, ne peut pas comprendre. De même, le patron peut faire des menaces, je te mets dehors. Mais une chose que l'employé ne sait pas, c'est que le patron, qu'est-ce qu'il fait le patron? À l'origine, il part une compagnie. Bon. Mais qui paye les outils de la compagnie? Qui paye la machinerie de la compagnie? C'est le travail que les employés font. Donc, ce sont les employés qui payent la machinerie, en travaillant avec la machinerie. Ce sont les employés qui payent le loyer. Ce sont les employés qui payent tout, et ce sont les employés qui payent le patron pour que le patron vienne leur dire de travailler plus vite. C'est ça qui se passe. Mais sans le patron, il n'y a pas de compagnie. Mais n'empêche que le patron devrait finir par comprendre qu'il est payé par ses employés pour venir dire aux employés de travailler mieux. C'est ça qui se passe. Mais dans la réalité des choses, tout ça est construit d'une façon parfaite pour permettre à des personnes qui peuvent exprimer l'énergie créatrice de l'organisation d'avoir une compagnie et d'organiser du monde. Mais le patron a une autre fonction. Au lieu de juste dire aux employés de mieux travailler, il fournit la nourriture à ses employés. Il fournit aussi le cadre d'évolution à ses employés et les employés viennent accepter le contrat en travaillant là. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a une exploitation de la part du patron, donc on met des syndicats. À un autre moment donné, il y a l'exploitation de la part des employés, on devrait syndiquer les patrons. Mais on ne syndique pas les patrons, on ferme les compagnies à la place. Non, on subventionne pour essayer de régler le problème. En tout cas, on a un paquet de problèmes là-dedans. Bon. Alors, ce qui fait que lorsque tu es dans un cadre où tout te pile sur les pieds, où ton énergie créatrice elle peut être transférée ailleurs, c'est possible. Mais avant que tu lâches là où tu travailles déjà, il faudra être sûr que tu as travaillé là-bas. Sinon, la belle énergie créatrice, ça s'en va dans tes fourneaux. Tu deviens un chômeur, puis tu te plains. Mais tu travaillais avant, c'était pas beau, c'était pas bien payé, c'était nourrissant, c'était quand même instructif. Et je ne veux pas dire par là que la personne doit s'évertuer à passer 45 ans dans le même métier. On devrait changer de travail au moins une fois tous les 10 ans. Mais présentement, le contexte évolutif, psychologique, social, industriel, de travail n'est pas fait pour ça. La personne ne se ressource pas suffisamment, ce qui fait qu'elle finit par avoir peur d'essayer quelque chose d'autre. Et d'autres personnes essaient trop vite sans comprendre les conséquences de leur transfert. Alors, une personne qui est dans un cadre de travail est dans un cadre pour apprendre. Ce n'est pas nécessaire de lire la Bible pour apprendre. Tu es dans un cadre où tout ce qui est compté dedans, tu le vis. Ouvre tes yeux puis tes oreilles, puis essaie d'apprendre. Tu vas découvrir des choses. Pas juste des choses injustices. Lorsque l'homme essaie de découvrir les injustices de sa planète, il ne fait que les créer, les injustices. Parce qu'il n'y en a pas d'injustice. Si toi, t'es trop, disons, t'es trop évolué ou il te manque trop d'énergie pour pouvoir te sortir d'un problème, c'est une chose. Si moi, je suis énergisé pour t'en sortir, je peux apprendre là-dedans. Mais je n'ai pas comme mission de faire entrer, de faire sortir tout le monde de leur pétrin. Parce que les personnes doivent apprendre eux-mêmes à sortir de leur pétrin. Alors, la personne qui est dans un travail où tout l'entoure et tout l'écrase, elle doit apprendre à s'en sortir. Elle peut fuir le travail, ce qui peut être une solution, comme elle peut aussi traverser le problème. Mais les injustices, l'homme les crée quand il les recherche, quand il les découvre. La justice, il n'y en a pas. Puis l'injustice, il n'y en a pas. Pas pour l'homme. Il y a ce qu'il y a. Et ça fonctionne pour permettre à l'homme d'évoluer. Quand tu te foules une cheville, est-ce qu'il y a une justice? On était deux à être tombés, puis toi, tu t'es foulé une cheville. On fait de l'équitation, on tombe tous les deux. Toi, tu te casses la colonne. Pourquoi? Où c'est quelle est l'injustice ou la justice là-dedans? Si tu vas dire l'injustice, c'est moi qui me suis fait mal. Donc, la justice, c'est toi qui aurais dû te faire mal. Ou l'injustice, c'est que toi deux, on se fait mal. Donc, la justice, c'est qu'il n'y ait pas de médecin, regarde le nombre d'emplois qui disparaît. Puis regarde le nombre de leçons qui disparaît. Parce qu'il y en a qui sont ouverts les yeux à l'hôpital. Il y en a qui sont ouverts les yeux d'un accident de char. Il y en a qui sont ouverts les yeux un peu partout. Rechercher la justice, c'est trouver l'injustice, puis c'est créer l'injustice. Alors, l'homme doit travailler en essayant d'ajuster les énergies. C'est pas une question de justice morale, c'est une question d'équilibre. Et l'équilibre, ce n'est pas la justice. Lorsque les choses sont équilibrées, ils sont en harmonie.
Et ça n'a rien à voir avec la justice. Parce que le fait de tuer celui qui a tué quelqu'un, est-ce que c'est un équilibre d'harmonie? Ou si c'est pas plutôt ancré dans l'égrégore de la société, le meurtre? Il y a plusieurs choses, disons, qu'on pourrait avancer là-dessus, jaser là-dessus, mais une chose qui est certaine, c'est que l'équilibre d'énergie, je te donne 5 $, tu me redonnes pour 5 $. Évidemment, si je te donne 5 $, tu me donnes une montre en or, puis que pour moi, l'or vaut rien, puis je la balance aux poubelles, toi, tu viens de gaspiller ton énergie, pas moi. Moi, mon 5 $, je m'en viens de le réclamer, mais en réalité, c'est moi qui viens de gaspiller ton énergie. Ce n'est pas parce que l'homme trouve que ça n'a pas valu ce qu'il a donné. L'homme doit faire drôlement attention pour ne pas que ce soit sa psychologie qui évalue les énergies. L'homme qui décide de faire quelque chose parce que karmiquement, ça va l'aider, juste le fait de penser ça, karmiquement, ça le nuit. Alors, ce n'est pas l'homme psychologique qui détermine la valeur des énergies. L'or vaut cher par rapport à d'autres choses. On dit souvent l'or vaut cher par rapport au plomb. Mais allez acheter une livre de plomb, vous allez voir qu'elle vaut drôlement cher. Hein? Et ce n'est pas parce que l'homme a décidé que l'or valait cher, c'est parce que l'or ne pourrit pas, l'or ne rouille pas. L'or a une valeur énergétique différente. Le fait de voir les injustices, le fait de voir que tout nous trouble autour de nous, c'est qu'on est dans une maudite bonne école, et lorsque tout ça ne nous trouble plus, lorsqu'on ne voit plus d'injustice, et lorsqu'on voit des solutions, peut-être qu'on est dans l'énergie de les appliquer, les solutions. Mais il ne faut plus que ça nous trouble avant. Parce que tant que ça nous trouble avant, c'est l'énergie psychologique qui veut s'exprimer, et non pas l'énergie de la création. Ouais, ça commence à être intéressant quand tu commences à voir le patron comme un catalyseur de perfectionnement. Là, c'est parfait. Les employés aussi obligent le patron à se perfectionner. Ouais. Une autre question ici sur le différent, là, sur le sommeil. Le sommeil est créatif. En quel sens est-il créatif? Pourquoi y a-t-il des gens qui ont besoin seulement de 4 à 6 heures de sommeil et d'autres de 12 heures de sommeil? Le sommeil est créateur ou créatif en ce sens qu'il permet à l'homme de se réénergiser pour pouvoir continuer l'expression d'énergie intentionnelle lorsque l'homme est en état de veille. Les personnes qui ont besoin de 4 heures, disons que ça n'a plus rapport à la créativité, on en a parlé souvent au cours de plusieurs conférences, lorsqu'une personne a besoin d'un certain nombre d'heures de sommeil, c'est que pendant son sommeil, il se passe plusieurs choses. Premièrement, le corps physique doit se débarrasser de l'acide lactique accumulé lors du travail musculaire anaérobique, c'est-à-dire que si vous n'avez pas un corps physique suffisamment santé, lorsque vous allez trop travailler avec vos muscles, l'énergie créée au niveau de vos muscles va se faire avec un manque d'oxygène parce que votre circulation sanguine et pulmonaire n'est pas adéquate pour oxygéner suffisamment les tissus musculaires. Vu qu'il manque d'oxygène et que vous avez besoin d'énergie, la transformation d'énergie se fait sans oxygène, ce qui va créer des toxines pour le corps humain, en l'occurrence l'acide lactique. Une fois que le travail est fini, le sang va continuer à circuler pour essayer d'éliminer l'acide lactique qui sera retransformé dans le foie, entre autres, ou qui sera éliminé par l'urine. Maintenant, au niveau physique, donc, une personne qui a beaucoup travaillé se doit de prendre un sommeil qui va lui permettre de replacer le corps physique en condition de travail. C'est créateur parce que cela replace, cela transforme. Deuxièmement, au niveau de l'énergie vitale. L'énergie vitale peut être perdue de plusieurs façons. Disons, il peut être perdu au niveau de la sexualité, au niveau de... Si l'énergie vitale, ce qui anime le corps, la vie dans le corps matériel, peut servir à nourrir votre psychologie. Donc, chaque fois que vous entrez en colère, chaque fois que vous avez peur, vous sollicitez votre corps physique, vous puisez dans l'énergie vitale pour pouvoir exprimer votre psychologie par l'émotivité, par l'émotion, et automatiquement, vous baissez votre quota d'énergie vitale, ce qui vous donne aussi une fatigue. Lorsque vous avez dilapidé de l'énergie astrale ou psychologique ou émotive, vous avez aussi un besoin d'énergie psychologique. Lors du sommeil, la personne, donc, laisse son corps physique se récupérer, mais presque 70% des fois, ce n'est pas le corps physique qui est fatigué, c'est le corps psychologique et le corps vital. Vous êtes fatigué psychologiquement, donc vous êtes beaucoup plus bas en énergie, ce qui fait que vous allez exprimer des énergies de colère, de froissement, vous allez être facilement irritable, ça n'ira pas. Vous ne pourrez pas réfléchir clairement parce que vous allez puiser dans votre énergie mentale, l'intellect est insuffisamment énergisé, donc les idées ne sont pas claires. La psychologie essaie de se nourrir.
Lors du sommeil, lors du voyage astral, lors de l'extra-conscientisation astrale, normalement, ce qui arrive, c'est ceci. La personne va essayer de se replaire, c'est-à-dire qu'elle va voyager dans les plans, dans les sphères de l'astral, en essayant de vivre des choses qui sont harmonieuses avec elle-même. Mais ce genre de repos est un repos absurde. L'homme ne devrait pas aller faire un voyage astral lors de son sommeil, c'est-à-dire que l'homme ne devrait pas rêver. On dit que l'homme qui ne rêve pas meurt. Dans l'état actuel des choses, nous voulons surtout dire que l'homme qui n'a pas une extra-conscientisation lors de son sommeil a un problème physique, c'est vrai. Mais l'homme n'a pas besoin de rêver. Dans la sphère de l'astral, il y a une région particulière, et lorsque la conscience de l'homme psychologique se place dans cette région, instantanément, elle est revitalisée. L'homme, après, va errer, ou avant, va errer dans l'astral, donc il va rêver. Mais ce rêve est une manipulation de l'astral, d'une absurdité astrale. L'homme n'a pas besoin du rêve pour se reconstruire psychologiquement, pour se réénergiser. Donc, une personne qui va, par exemple, s'endormir immédiatement, se réveiller 5 minutes après, peut être en parfait état, parce qu'elle a été directement de l'homme est captable dans la nourriture, on l'a déjà vu. Mais lorsque la psychologie puise l'énergie vitale, elle puise l'énergie tellurique de l'homme. Dans la force du sommeil, l'homme étant dans la période noire, la période yin, la période tellurique d'énergie vitale, l'homme capte cette énergie qui a été volée par la psychologie et son corps vital se reforme. Donc, normalement, une personne qui a un corps physique suffisamment en santé par rapport au travail et à l'exécution qu'elle a dans la journée, ne se fatigue jamais physiquement. Une personne qui a une psychologie ajustée ne puise jamais dans sa vitalité et lorsqu'elle a besoin de sommeil, elle n'a qu'à fermer les yeux, faire une extra-conscientisation ou voyage astral, aller dans cette région de l'astral, y revenir immédiatement et voilà, elle vient de passer son sommeil. On a déjà connu certaines personnes qui ne dormaient pas, ou presque pas. Lorsque la personne se conscientise, elle peut même finir par atteindre une autre forme d'énergie qui sera d'ordre supramental, qui, à un certain moment donné, lui permettra de bannir complètement cette phase de sommeil qui ne sera plus utile étant donné qu'il n'y aura plus d'épuisement de l'astral, plus d'épuisement du vital, d'épuisement du physique. L'énergie mentale s'épuise et épuise le corps seulement parce que l'énergie mentale essaie de résoudre un problème donné par la psychologie. Et c'est l'attente de la psychologie émotive, de la solution que l'intellect, que le mental va trouver, qui épuise l'énergie vitale. Donc, c'est ce qui amène que le travail mental, le travail intellectuel, épuise le corps. Les personnes qui ont besoin de 12 heures sont des personnes qui vont cheminer longuement dans l'astral pour rêver, pour voir certaines choses. Et ce sont des personnes aussi qui vont hypothéquer énormément leur quota d'énergie vitale dans la journée. Une chose qui est importante, c'est que plus une personne dort, plus elle devient fatiguée. Et c'est normal parce que le corps physique, pour s'énergiser, a besoin aussi d'énergie vitale yang, solaire, qui va être captée dans l'état de veille. Elle devra se promener au soleil, dans l'air, le jour. Ce qui fait que la personne va donc se réénergiser pour s'équilibrer. Alors c'est pour ça qu'une personne, donc ce n'est pas au niveau créatif. Le sommeil est créateur en ce sens qu'il régénère. Donc il permet, comme tout à l'heure j'expliquais, de garder le cadre d'évolution, le corps de l'homme, dans un état apte à l'évolution. Alors, soit que l'énergie créative améliore ou conserve. Elle ne détruit pas. Sauf, évidemment, si ça paraît détruit pour l'homme, mais en réalité, il y a amélioration. Alors, la personne qui vague plusieurs heures à son sommeil, c'est une personne qui est assujettie à la phase astrale du voyage astral du rêve. OK. Une autre question sur la dépense d'énergie vitale. Est-ce que la dépense inutile de l'énergie créative sexuelle entraînera un karma? L'énergie sexuelle n'est pas une énergie créatrice. L'énergie sexuelle peut être l'expression de l'énergie créatrice, mais ce n'est pas de l'énergie créatrice. C'est-à-dire que les cellules qui vont donner un enfant existent déjà chez l'homme et la femme. Donc, le fait de les unir n'est pas une création. C'est-à-dire que, remarquez bien, que lorsque vous avez le goût, lorsque la personne exprime l'énergie de la création, non pas par un travail musculaire, par un travail vital, c'est-à-dire par
l'expression par la servitude de l'énergie vitale, l'énergie sexuelle, on peut dire que le fait d'avoir un enfant a été l'expression de l'énergie créatrice. Mais l'énergie sexuelle n'est pas une énergie créatrice, c'est de l'énergie vitale. Une énergie qui permet, entre autres, la transmission de l'évolution, donc la création d'un enfant, et entre autres, la création et l'évolution du larynx pour la parole et du cerveau pour amener l'homme à avoir une conscience mentale. Donc, le fait de dilapider dans l'énergie sexuelle, par exemple, ne dilapide pas l'énergie créatrice. L'homme ne peut pas dilapider l'énergie créatrice. Il ne peut que la déformer. Par contre, l'homme a un quota limité d'énergie vitale qu'il peut dilapider dans la sexualité, comme qu'il peut dilapider dans l'émotivité. Parce que là, elle ira nourrir la psychologie de l'homme qui, elle, s'exprime dans l'émotion. Donc, le fait de dilapider notre énergie sexuelle, l'énergie vitale, entraîne immédiatement un karma qui est celui du manque de vitalité, qui est celui du rabaissement du taux mental, du rabaissement psychologique, d'une jouissance psychologique peut-être, mais jouissance qui durera un certain laps de temps, qui se calcule souvent en fractions de secondes, et qui pourra amener différents problèmes au niveau de pathologie physique, comme au niveau d'avoir un enfant lorsque ce n'est pas désiré. Ce n'est pas d'exprimer de l'énergie créatrice le fait d'avoir un enfant qui sera avorté. C'est exprimer de l'énergie psychologique qui se servira de l'énergie sexuelle pour atteindre son objectif, la jouissance. Le fait de désirer des enfants, c'est aussi une jouissance psychologique. Et le fait d'avoir des enfants peut être l'expression de l'énergie créatrice comme l'expression d'un manque à gagner psychologique. Donc, ici bien important, on a souvent dit que l'énergie sexuelle est une énergie créatrice parce qu'elle donnait l'impression à l'homme qu'il créait un enfant. Mais son spermatozoïde est déjà en lui, l'ovule femelle est déjà en elle. Et le fait d'unir les deux, ça peut se faire dans un laboratoire comme ça peut se faire dans un acte sexuel. Ce n'est pas de l'énergie créatrice qui s'exprime nécessairement. C'est de l'énergie sexuelle, ça c'est évident. C'est de l'énergie vitale. Et on a, par exemple, on a souvent, on n'a jamais voulu le dire, mais dans l'acte sexuel, l'être qui évolue vitalement, c'est la femme. La femme, elle, se voit bénie par l'homme, disons, de l'énergie vitale de l'homme, ce qui va revaloriser la femme, c'est-à-dire ce qui va réénergiser la femme. Par contre, lors d'une relation sexuelle entre un mâle et une femelle, celui qui risque de voir son taux vibratoire le plus augmenté au niveau astral et mental, c'est l'homme. Donc, le fait de vouloir évoluer par la sexualité amène la femme à s'énergiser vitalement, par contre, ne permet l'évolution que chez l'homme. L'homme qui se sert de la sexualité, les peuples ou les formes de société se servant de la sexualité pour permettre l'évolution, ne permettent que l'évolution de l'homme, qui lui instruira la femme après, mais l'évolution énergétique se fait chez l'homme, par contre, l'entretien énergétique se fait chez la femme. Et ce n'est pas un équilibre correct d'énergie. Il y en a un qui évolue beaucoup moins que l'autre. Ça sert beaucoup plus l'un que l'autre. Par contre, quand on exprime l'énergie créatrice par le mécanisme sexuel, les deux en bénéficient parce que les deux deviennent un outil. Les deux deviennent un canal, non pas sexuel, un canal créateur pour créer quelque chose, pour transmettre leur évolution réciproque dans la génétique chez un enfant. Et évidemment, ils permettent à la race de continuer à vivre, permettent à l'évolution, sur tous ces plans, de continuer à exister et à apprendre. L'énergie créatrice qui, normalement, s'exprime dans des êtres, va former la famille. C'est-à-dire que lorsque l'enfant apparaît, il est le relégat génétique du père créateur et de la mère créatrice, vu qu'ils ont exprimé l'énergie créatrice, et automatiquement, ces deux-là devront être les canaux qui permettront de créer le cadre d'évolution de l'enfant. C'est pourquoi la famille est importante. Sauf si un jour on a une société qui permet l'exclusion de la famille, parce que chaque enfant n'appartiendra plus psychologiquement aux êtres qui les auront engendrés. Ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, on a une destruction du noyau familial, mais on n'a pas de cadre sociétaire qui permet cette destruction.
Donc, on essaie de le réénergiser, mais on ne peut pas le réénergiser convenablement parce qu'on ne comprend pas les mécanismes de l'expression créatrice par l'énergie sexuelle. La personne, l'homme qui dilapide comme la femme qui est trop énergisée sexuellement, vieillit prématurément, c'est-à-dire que l'énergie vitale a de la difficulté à se remplacer, donc physiquement elle vieillit, parce que c'est une perte d'énergie vitale qui amène le vieillissement des cellules. La personne a moins de... il y a tellement de mécanismes qui vont se passer qu'elle a un karma évident lorsqu'il y a dilapidation d'énergie sexuelle. Par contre, il y a un karma évident lorsqu'il y a expression créatrice par l'énergie sexuelle, karma qui normalement se veut positif. OK. Vu que l'homme évolue à travers ses expériences, comment évolue la conscience supramentale? La conscience supramentale ne regarde pas l'énergie supramentale. La conscience supramentale regarde l'état de l'homme qui, de temps en temps, ou qui, de plus en plus, s'assujettit à l'énergie supramentale. La conscience supramentale va pénétrer chez l'homme que lorsque les portes seront ouvertes chez l'homme. Et ces portes ne veulent pas s'ouvrir pour deux raisons. Il y a deux portes. Il y a une porte donnée par l'énergie supramentale qui va s'exprimer sous forme d'ajusteur de pensée. Ces portes seront ouvertes comme un diaphragme par l'énergie supramentale qui verra quand elle peut donner de l'énergie supramentale à l'homme, énergie qui sera transformée en énergie planétaire, donc qui viendra énergiser l'homme du corps physique allant en montant. On a un deuxième mécanisme, celui contre lequel va lutter l'ajusteur de pensée, qui est le mécanisme de la psychologie. Ce mécanisme tend à empêcher l'énergie supramentale de passer parce que cette énergie supramentale va devoir détruire le mécanisme de l'ego. Donc, ce mécanisme s'ouvre de temps en temps seulement lorsqu'il désire recevoir une information qu'il a besoin pour s'énergiser. Alors, ce qui fait que lorsque l'intelligence supramentale, par l'intermédiaire de l'ajusteur de pensée, ouvre ses portes pour laisser passer l'énergie, il y a la porte du dessous qui est celle créée par l'orgueil, par l'ego, qui, elle, peut empêcher l'énergie supramentale de passer. Et lorsque les portes de l'ego s'ouvrent complètement par vanité égoïque, là, c'est l'ajusteur de pensée qui entre en fonction et qui laisse passer que ce qui doit passer et non pas ce qui est demandé par l'ego. Ce qui fait que la conscience supramentale est l'état par lequel l'homme complet, et l'homme psychologique donc, entre en harmonie avec l'énergie supramentale jusqu'à connaître l'énergie supramentale, jusqu'à être l'énergie supramentale, ce qui est une conscience supramentale globale ou totale. L'expérience de l'homme va se faire en sorte que l'ego va lentement ouvrir ses portes et se faire prendre au piège. L'expérience de l'homme va aussi faire en sorte que l'ego va recevoir les doses massives par rapport à ce qu'il peut recevoir, mais minuscules par rapport à ce qu'il veut recevoir, d'énergie supramentale qui viendront briser et façonner lentement l'ouverture chez l'ego. Donc, l'homme évolue à travers les expériences parce qu'il oblige l'ego à s'ouvrir dans l'expérience, et là, l'énergie passe et vient façonner l'ego comme l'énergie supramentale veut le façonner. Donc, l'homme expérimente, l'homme psychologique lutte contre l'énergie supramentale, même si de temps en temps il désire tout recevoir, il n'est pas prêt. Parce que son désir va disparaître à l'instant où il va recevoir, parce qu'il va dire, enfin, je peux en prendre possession et je vais voir ce que je peux en faire. C'est toujours ça qui arrive. On a une personne qui veut évoluer, qui veut apprendre, qui est calme, qui est dans une bonne énergie pour apprendre. Et lorsque tout d'un coup elle comprend quelque chose, elle vire folle. Elle lâche son emploi, elle quitte son mari ou sa femme, elle met les enfants aux poubelles, elle se lance dans des choses. Et oui, l'ego s'empare immédiatement de la parcelle d'énergie qui vient de pénétrer, et c'est pourquoi on a l'ajusteur de pensée qui donne juste ce qui doit passer et non pas ce qui est demandé. Mais ce qui passe de temps en temps est bloqué par l'ego. Et l'expérience sert à faire travailler cet ego pour qu'il finisse par laisser passer l'intelligence supramentale, ce qui s'exprimera sous forme de conscience partielle, plus en plus grande et globale ou totale de l'énergie supramentale. Que pensez-vous du parti politique que Richard Glenn veut instaurer au Québec? Selon moi, vous devriez en faire partie. Merci. Seigneur. Bon, premièrement, c'est une question qui n'est pas... Enfin, ce que Richard Glenn fait est sans doute extrêmement bon, étant donné que
plusieurs personnes ont à être initiées par ce genre de mécanisme. Chaque fois qu'une personne entreprend quelque chose, de toute façon, elle est manipulée par l'énergie créatrice ou par l'énergie psychologique de l'ego. Quelle que soit l'énergie qui manipule une personne, il y aura toujours, au fin fond, au bout, l'initiation, c'est-à-dire l'apprentissage et l'expérimentation. Alors, que penser de ce que quelqu'un fait? S'il le fait, c'est qu'il est dans l'énergie de faire quelque chose. Cela ne peut pas faire autrement que d'être bon. Si cela nuit à d'autres, c'est parce que les autres sont dans un état d'apprendre à ne plus être nuit par une condition extérieure. Et si cela aide les autres, de toute façon, ça l'aide. Alors, qu'est-ce que je pense de tel ou tel parti politique? C'est que présentement, s'il est en place, c'est que les conditions de la masse l'ont permis. Donc, tout l'État est normal et global, chaque personne apprend, chaque personne comprend, chaque personne est déçue et chaque personne évolue. Or, que ce soit Richard Glenn ou que ce soit René Lévesque ou que ce soit Robert Bourassa ou que ce soit n'importe quelle autre personne, tout cela est parfait parce que si cela arrive, cela est permis. Maintenant, moi, en faire partie, non. Présentement, j'ai d'autres genres de choses à m'occuper, autres que de la politique pure, oui. On revient ici comment s'effectue le transfert vibratoire de la lucidité? Bon, la lucidité, si on veut dire par lucidité le fait de voir, ce qui pourrait aussi s'appeler extra-lucidité, qui est le fait de voir clairement, sans coloration émotive, un fait. Le transfert est normalement difficile parce que le transfert se fait entre l'énergie mentale et l'ego lutte pour empêcher cette lucidité d'apparaître. C'est-à-dire que la lucidité, c'est lorsqu'une chose est perçue par vous sans que votre ego vienne s'en mêler. Alors, le transfert est normalement extrêmement souffrant pour l'ego. Il est frustrant pour l'ego. Ce transfert essaie d'être adapté par l'ego de façon à être intellectualisé. Lorsque je vois quelque chose clairement, je peux me dire, est-ce que je dois vivre à partir de ce que je vois, ou si je dois adapter ce que j'ai vu à moi, ou m'adapter à ça. Automatiquement, c'est un transfert qui est lent, qui va quand même être souffrant, mais un transfert qui nécessite l'étirement dans le temps de ce transfert lui-même. Lorsqu'une chose est claire, le problème est de savoir si elle est claire ou si nous la percevons comme claire. Le transfert est extrêmement douloureux normalement parce que tout ce qui, à un moment donné, est perçu d'une façon lucide par la personne finit presque toujours par devoir être désintégré par une autre lucidité. Ce n'était pas clair. Lorsqu'une personne est capable de voir les choses comme elles sont, sans les juger, sans les aimer, sans les haïr, elle est sans doute dans une lucidité de perception. La personne qui aime tout est dans une illusion psychologique du fait qu'elle doit bannir le fait de ne pas aimer. Certaines choses ne sont pas bonnes. Certaines choses sont illogiques. Certaines choses sont inharmonieuses. Et ce n'est pas une question d'aimer. Je ne parle pas d'harmonie avec ma psychologie, je parle d'harmonie avec l'évolution. Ce ne doit pas être. Et si ce ne doit pas être, cela doit disparaître. Cela doit disparaître pour moi, pas nécessairement pour les autres. Le fait de voir lucidement, c'est le fait de ne pas aimer et de ne pas haïr. Et si je dis de ne pas aimer, je ne connais personne présentement qui aime tout. Et les seules personnes qui n'haïssent rien sont des personnes qui n'aiment rien, qui sont dans un état que l'homme plus bas va dire un état d'amour parfait. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de l'intelligence. Et l'intelligence intellectuelle, c'est de l'intelligence intellectuelle. L'amour cardiaque, l'amour du cœur, disons, c'est de l'amour psychologique. Et de l'intelligence mêlée à l'amour,
un cerveau intelligent, ou un cœur intelligent plutôt, ou un cerveau aimant, c'est l'intellect mêlé à l'amour du cœur. C'est de l'intelligence. Ce n'est pas de l'intellect. Lorsqu'une personne intellectualise, elle n'a plus d'amour. Lorsqu'une personne est intelligente, elle comprend. Et elle a de l'amour surhumain, ce que l'humain veut avoir, ce que l'humain prêche, ce que l'humain prône, et ce pourquoi l'humain se bat. Mais c'est de l'amour humain que l'humain peut exprimer. Lorsque l'humain va exprimer de l'amour surhumain ou de l'amour divin, il devra être surhumain. Lorsque l'homme est intelligent, il a ce cœur intelligent, c'est-à-dire ce cœur intellectuel. Donc, le transfert de la lucidité, l'homme finit par devenir intelligent, il a donc l'amour complet, il n'a plus besoin de tout colorer ses perceptions pour les rendre en affinité avec son amour ou sa haine. Quel chemin est bon? On devrait le prêcher. Si tu veux le prêcher, c'est bon. Fais juste le dire une fois ou deux. Puis si le monde y vienne, ils viennent. S'ils viennent pas, ils viennent pas. Mais si tu dois t'évertuer de te mettre en mission, tu ne vois pas clairement. Ce n'est pas lucide. Si tu vois de l'injustice, tu n'es pas lucide. Si tu vois de la justice, tu n'es pas lucide. Lucide en ce sens détaché de ton éducation, détaché de ton émotion. Clair. OK. Y a-t-il une différence entre l'homme vivant mort et l'homme mort? Oui, parce que l'homme vivant mort, qui n'a pas apparemment d'utilité, qui n'a pas apparemment de fonction, qui ne crée rien, qui ne fait rien, celui qui est déjà mort mais qu'on va enterrer dans 50 ans, donne cette impression. Mais présentement, il est peut-être celui qui va apporter le malheur. Mais il aide, parce que le malheur doit venir. Prenons par exemple l'assisté social perpétuel, qui ne fait rien d'autre que de boire ou d'écouter de la musique ou de se droguer qui ne fait rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il oblige, il crée l'injustice. C'est-à-dire qu'il oblige les travailleurs à lui payer ce qu'il a besoin lui pour ne pas traîner dans les rues. Parce qu'on lui donne surtout pour ça, parce qu'on ne veut pas le voir. Donc, il oblige le gouvernement à puiser à même les fonds qui pourraient servir à quelque chose d'autre pour le nourrir. L'homme vivant mort oblige les hommes vivants à prendre de l'énergie et à lui donner. Ceux-là vont finir par se tanner, ils vont en souffrir, parce qu'ils gaspillent de l'énergie, ils vont donc payer un karma. Lui, il ramasse de l'énergie sans la mériter, il va payer un karma, mais ça s'en vient. À un moment donné, ces personnes vont donc apprendre à connaître les mécanismes de l'équilibre, pas de la justice. Et ils s'arrangeront donc pour aller rechercher ce qu'ils ont donné. Ceux-ci vont donc apprendre à ce moment. Pendant ce temps-là, ils obligent le reste à apprendre. Donc l'homme vivant-mort apprend aux vivants des mécanismes d'équilibre. Et lorsque les vivants auront découvert ces mécanismes, ils iront les enseigner à l'homme vivant-mort. L'homme mort a une utilité créatrice, il permet aux pissenlits de pousser. Le projet OFSA, qui est le village scientifique de l'avenir, est-il de source créative ou supramentale? Et ou n'est-ce pas avant-gardiste pour la psychologie de l'homme d'aujourd'hui en général? C'est les deux. C'est-à-dire que c'est avant-gardiste, mais ce n'est pas psychologique. Disons, l'Organisation du village scientifique de l'avenir, ou OFSA, c'est un projet d'expression de l'énergie créatrice supramentale dans la matière, ce qui doit se faire, non pas le projet OFSA, mais l'expression de l'énergie supramentale créatrice dans la matière. Si nous tenterions de le faire immédiatement, ce serait l'expression de notre psychologie qui essaierait de se servir de l'intelligence supramentale, de l'idée intelligente, pour se dire « Hey, ça a de l'allure, on le fait-tu? » Non, ça a de l'allure, attends que ça se fasse. Donc, l'idée même, c'est avant-gardiste psychologiquement, c'est-à-dire que présentement, l'humanité conscientisée n'est pas suffisamment prête à travailler à ce genre de projet. Pourquoi? Parce que les fondements même de la politique du projet du village sont totalement nouvelles, ils sont complètement avant-gardistes, et même à l'époque où ils seront exprimés, ils seront bien en avant de l'expression
de la collectivité. Le projet même technologique est avant-gardiste parce que tout est différent. Tout est sans rapport avec ce que nous connaissons parce que c'est l'expression d'une énergie intelligente. Et vu que c'est l'expression d'une énergie intelligente, on n'est pas pressé, si on est intelligent. Cela va se faire quand cela se fera. C'est sûr qu'à un moment donné, certaines transparences de ce projet vont paraître. Des maisons pilotes qui serviront de chalets ou de maisons de location ou qui seront vendues pour expérimenter la nouvelle technologie. Certains schémas sociaux peut-être verront le jour, mais ce n'est pas une communauté, ce n'est pas une société, c'est une société communautaire. Ce n'est même qu'on peut penser que c'est un jeu de mots, mais disons que c'est complètement différent de ce qui existe présentement. Alors, présentement, si on regarde le projet lui-même, on a simplement amené l'idée supramentale créatrice dans l'ère psychologique humain, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on l'a annoncé et on en a parlé. Mais on est patient et on va attendre. Pourquoi? Parce que sinon, ce serait exprimer notre énergie psychologique qui a été dynamisée par l'énergie supramentale. Et c'est pourquoi on a un ajusteur de pensée qui donne juste ce qu'il faut à qui de droit. Bon, moi je connais le fondement et je vois l'intelligence du projet OPSA. Mais je vois aussi l'intelligence de faire en sorte que tous ceux qui vont y participer envoient l'intelligence. Si plus d'énergie supramentale passe par moi j'ai aussi un rôle important, disons celui d'ajusteur collectif, et je laisse filtrer que ce qui doit passer. De ce fait, le projet OFSA reste un projet intelligent qui verra le jour quand le temps sera venu ou qui ne verra jamais le jour si sa fonction n'était que de dynamiser le travail créateur du Verseau. OK. Est-ce que la vie se conforme à toi que si tes besoins sont réels? Le besoin réel de l'homme est celui d'évoluer. Et ça, l'homme ne le voit pas. Pas suffisamment, en tout cas. L'homme recherche souvent l'évolution lorsqu'il est bien mal pris ou lorsque tout va bien. Les problèmes matériels, tout ce que nous voyons, tout ce que nous entrevoyons, tout ce que nous percevons, ne sont là que pour énergiser notre ego qui essaie de se sécuriser et non pas d'évoluer. L'ego ne veut pas évoluer. Quand l'ego veut évoluer, c'est parce qu'il voit une sécurité dans l'évolution. Sinon, l'ego ne veut pas évoluer. Vous voulez évoluer, pourquoi? Pour vous améliorer. Parce qu'une fois amélioré, vous croyez que vous allez être mieux. Vous allez pouvoir avoir moins de problèmes, moins souffrir. L'homme ne veut évoluer, l'homme psychologique ne veut évoluer parce qu'il voit la sécurité dans l'évolution et non pas parce qu'il en voit l'intelligence. Donc, l'homme est sur le plan planétaire dans le but d'augmenter son taux vibratoire. Et ce n'est pas inhérent à l'homme. C'est ce pourquoi l'homme est sur la Terre. Que l'homme le veuille ou non. Nos besoins. Qu'est-ce que c'est un besoin réel? Un besoin réel, c'est lorsque cela va nous permettre d'évoluer. Et vous n'avez pas besoin de rechercher le besoin réel pour vous permettre d'évoluer. L'énergie intentionnelle, l'énergie intelligente va automatiquement vous placer les deux pieds dans le plat de l'évolution. Tous les besoins réels sont comblés chez vous. Ce sont vos besoins psychologiques qui ne sont pas comblés. Mais tous vos besoins réels le sont. Étant donné l'étape évolutive où vous en êtes rendu, vous avez des vêtements, vous avez de la nourriture, vous avez tout. Tous les besoins vous permettant d'apprendre pour être plus haut, vous les avez. Tous les besoins psychologiques pour vous satisfaire, pour vous sécuriser, pour vous désennuyer, pour vous permettre de créer. Alors ça, vous les avez pas. Et c'est dans ces besoins que vous faites vos recherches, et non pas dans l'expression de ce que vous avez déjà, et non pas dans l'apprentissage à l'intérieur des écoles minuscules qui sont la vie. Vos besoins sont tous comblés. Ils seront toujours comblés. Vos besoins réels. Mais non pas vos besoins psychologiques, parce que votre psychologie n'est pas nécessairement adaptée à l'intelligence de votre évolution. Lorsque l'homme comprend parfaitement l'intelligence de son évolution, il sait ce qu'il a besoin. Et on peut dire que tous ses besoins psychologiques vont vers cette évolution.
et ils seront toujours comblés. Mais lorsqu'une personne psychologiquement veut évoluer plus vite, même ce besoin ne peut être comblé. Parce qu'elle ne sait même pas à quelle vitesse elle évolue. Elle ne connaît rien des mécanismes d'évolution. Les besoins réels de l'homme sont toujours comblés et l'homme en a même plus que ce qu'il en a de besoin, des possibilités d'évoluer. Ce sont les besoins psychologiques qui tendent à amener l'homme à cette recherche, à se poser des questions au niveau de ses besoins, à faire des démarches, mais les besoins réels sont tous là. Je te remercie beaucoup, Daniel, de toutes ces explications au nom des gens qui est ici et de bien avoir voulu répondre à toutes nos interrogations. Et les gens, je vous remercie aussi de votre belle participation. Bonsoir.